Je m'appelle Delozo Jack, j'habite à Noyant dans le Gers, une ferme de 84 hectares, polyculture élevage dans un système biologique, agroforestier et des techniques culturales le plus simplifiées possible avec des couverts végétaux, du semis direct et du semis associé. Au début, mon seul objectif c'était par amour des arbres, on va dire, voilà, c'est le départ, de remettre en place des zones qui avaient été déforestées, de remettre quelques arbres et des haies. J'ai fait appel à Arbres et Paysages 32 au début pour mettre en place une forêt, un bois, un boisement. Ce n'était pas la vocation initiale d'Arbres et Paysages 32 et j'ai plutôt mis des haies en place, des haies champêtres. J'ai commencé comme ça. Ensuite est arrivée l'agroforesterie. Alain Canet, je suis directeur d'Arbres et Paysages 32 ici dans le Gers et je suis aussi président de l'association française d'agroforesterie. Chez Jack Delozo, comme partout ailleurs, à partir du moment où il y a une demande bien identifiée, on essaie d'y répondre. Il y a un projet d'un agriculteur qui à un moment donné veut faire de l'agroforesterie. On essaie de répondre et nous d'amener un conseil technique, quel arbre, dans quelles conditions, à quel endroit, avec quelle technique, parce qu'un arbre c'est difficile à faire pousser, surtout à densité finale, on en plante à peu près 50 à l'hectare. Si on veut faire du bois d'œuvre avec 50 arbres à l'hectare, 50 arbres plantés, il faut bien les pailler, bien les protéger, bien les sélectionner, avec une économie derrière. Qu'est-ce que ça va me rapporter tout de suite? Pas grand-chose. Ben si, des auxiliaires, de la protection contre l'érosion, etc. Et puis, qu'est-ce que ça va me rapporter plus tard? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle ergonomie? Quelle largeur? Quelle distance entre arbres? Il faut vraiment qu'on plante les bons dans les bonnes conditions. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, nous, on intervient là-dessus pour ajuster, affiner un projet qui est toujours celui de l'agriculteur, parce que l'arbre, c'est fondamentalement d'un intrus, on a l'habitude de dire que c'est devenu un intrant, et c'est un outil de production avant tout. Donc on produit avec l'arbre qui va créer des humus stables, qui va stabiliser, qui va amener les insectes auxiliaires, des microclimats, mais enfin ça, Jack Delozo en parle beaucoup mieux que moi. Oui, l'objectif qui vient d'énumérer Alain, c'est notre souci premier. On est dans une exploitation biologique. Donc tous ces couverts, toutes ces bananes herbées qui vont mettre nos auxiliaires de culture prêts à réagir sur nos cultures associées. Dans cette parcelle, on a mis en place deux systèmes d'agroforesterie, le plus classique. Et plus loin, on a une agroforesterie dite arbre tétard ou arbre trogne, qui va faire du bois de chauffe et du BRF à moyen terme. Et ici, ce qui est intéressant, il faut vraiment le souligner, c'est l'idée des couverts permanents, du semi-direct intégral dans des couverts vivants. Et c'est ça qui fait la combinaison des auxiliaires. Faire pousser une plante dans un sol vivant avec un microclimat, même si les arbres sont jeunes, c'est beaucoup plus facile que de faire pousser des plantes dans un sol mort. Et les auxiliaires l'ont bien compris au sens large. Et c'est fondamentalement ça qui nous intéresse. C'est pas l'agroforesterie, c'est miraculeux, ou la couverture des sols, ça va tout révolutionner. L'assemblage des deux nous paraît être beaucoup plus de ce qui s'appelle communément du végétal ou du génie végétal, des plantes en permanence, qui font que on a toujours de la nourriture pour tout le monde et toujours des interactions positives. Et c'est là que les abeilles, ou les carabes, ou les cirfes, ou les coccinelles, ou tout à l'heure il y avait des lapins, ou les couvées de perdreaux, tout ça c'est l'interaction entre toutes ces plantes et tout ce milieu. Donc c'est très important pour nous de parler, quand on peut, parce que chacun prend la marche là où il peut, quand il peut, parler de cette agroforesterie avec cette réduction des intrants, du travail du sol. Et plus on réduit les intrants, plus on met des plantes en permanence. C'est une complémentarité entre le végétal et l'animal. Et dans cette parcelle-ci, qui a été moissonnée la semaine dernière, sur un couvert vivant de luzerne, il y a eu un blé semé et févrole. Donc là, on le voit, hein, on est au mois d'août, il a plu il n'y a pas très longtemps. Le couvert de luzerne repart sans intervention, donc mon couvert est en place. J'ai même l'intention de faire une coupe de luzerne, puisque j'ai déjà restitué avec mes pailles de foin et de blé et de févrole. Donc ce système qui n'était pas tout à fait défolié vu la luzerne, vu la pluie qu'il a fait au printemps, a été fauché et moissonné tel quel au bout de 3 jours après la fauche. Ce système fonctionne très bien, il suffit de trier et le résultat, au moins en ce qui concerne le couvert, est là. Et économique, si je calcule tout, en marge, je suis à l'équivalent d'une culture en pur. C'est important de souligner que sur des sols argilo-calcaires, sans arrosage, ici on a des plantes
qui poussent en plein mois d'août et qui vont continuer de pousser. Et derrière nous, il y a un sol labouré. Là, il ne pousse plus rien. Et là, il n'y a plus de biodiversité. Et là, les champs mycorhiziens sont en train de mourir. Les micro-organismes, les bactéries, tout disparaît. Alors qu'ici, on stocke fondamentalement du carbone tous les jours qui passent. On alimente des auxiliaires, des insectes qui vont nourrir la faune sauvage, etc. etc. C'est l'idée de prendre de la hauteur sur l'agroforesterie, on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi, double culture, donc plus de récoltes, on diversifie, bois d'œuvre, on l'a dit, BRF, bois énergie, et puis apiculture, un peu de faune sauvage, donc ramener à l'éclat, on va produire beaucoup plus de biens, de services. C'est vrai que c'est pas encore super bien vu l'idée qu'on peut protéger la nature à fond, avoir une biodiversité incroyable dans ces sols. Il y a une biodiversité qui est phénoménale tout en étant productif. On fait de la biomasse, de la biodiversité, du paysage et de la productivité agricole sans aucun doute en mobilisant de l'eau et en la stockant là-bas, l'eau qui est sur la parcelle là-bas. Au premier orage, elle ruisselle, elle est dans le fossé, dans le ruisseau et puis à la mer. Elle est finie en emportant avec elle les particules d'argile les plus fines, les limons, les engrais de toute nature et toutes sortes, tous les produits qu'on a mis pour traiter un sol qui est tous les jours un peu plus pauvre. Alors qu'ici, c'est une agriculture où chaque jour qui passe, le sol est un petit peu plus riche. Et ça, c'est une différence qui est absolument fondamentale et qui est le capital, le patrimoine de l'agriculture, me semble-t-il. Nous sommes ici sur la commune de Lagrollet du Gers, dans l'Armagnac, sur une exploitation familiale qui aujourd'hui est sous forme sociétaire sur une ARL, pour une surface d'environ 600 hectares. Nous avons aussi, parallèlement à ça, une activité d'entreprise agricole sur à peu près la même surface. Et ces deux entreprises gèrent uniquement de l'agriculture biologique. Environ, nous sommes sur la première plantation là, qui date de 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Donc elle a passé 3 ans cet hiver. Et depuis lors, nous plantons 20 hectares par an de l'agroforesterie ou sur notre exploitation ou en assistance chez nos clients. Pourquoi avons-nous fait l'agroforesterie? Bien sûr, il y a une politique à long terme d'amélioration des sols, de l'agronomie de nos sols, de nos structures de sols, mais le premier facteur qui est pour moi un retour à court terme sur l'investissement, j'allais dire, vous le constatez, nous sommes sur un territoire à la Gers qui est vallonné et nous rencontrons de gros problèmes d'érosion. Nous sommes obligés de travailler les sols, de labourer avant l'hiver parce que nous avons absolument besoin dans nos argiles d'avoir l'hiver qui nous aide à travailler les sols. Et nous rencontrons souvent au printemps des problèmes de ravinement lors des orages, au mois de mai ou juin. Et ça dégradait largement nos sols. Donc l'agroforesterie m'a permis, et cela à très court terme, l'année suivante ça a été constaté, et sur une parcelle comme ça où il y avait de l'érosion tous les ans, aujourd'hui depuis 4 ans, malgré un printemps pluvieux l'année dernière et un hiver très pluvieux cette année, nous avons arrêté l'érosion à ces endroits-là. Il y a plusieurs avantages, donc c'est aussi ces sols qui ont, je le disais, qui ont subi l'érosion, ils le subissent encore quand même. Aujourd'hui, la valeur agronomique des sols a baissé, donc il faut refaire ces sols, rapporter de l'humus, rapporter de la matière organique. Donc l'arbre, bien sûr, rapporte la matière organique, tout le monde le sait. Il rapporte par le feuillage, comme tout le monde le sait. Et moi, je pensais que c'était uniquement par le feuillage avant de découvrir l'agroforesterie. Mais le plus gros retour sur la matière organique est aujourd'hui lié à la racine. Puisqu'il faut savoir qu'un arbre a 60% de radicelles qui meurent tous les ans. Donc on ramène la matière organique en sous-sol, à nos sols tous les ans, de façon importante. Bien sûr, et de façon de plus en plus importante quand l'arbre se développera, puisque le système racinaire arrivera à exploiter la totalité du sol. Les plantations sont parallèles, donc elles sont étudiées en fonction des outils, des largeurs de travail qui seront présents sur l'exploitation. Donc j'appellerai pas ça des contraintes, j'appellerai ça des données. Aujourd'hui ce sont des données, pas des contraintes. Mes salariés, effectivement, les premiers, quand j'ai commencé à planter les arbres, on voyait ça comme des contraintes. Aujourd'hui, on l'a intégré dans l'exploitation et c'est une donnée, c'est plus une contrainte, c'est une donnée. On a fait un choix technique de paillage qui est pour le cas vraiment du paillage, puisque nous avons pris la paille du champ, que nous avons endainé, nous avons planté sur ces antennes de paille. Donc les arbres sont tutés, mais sont tutés légèrement, je vais dire. Ils sont tutés surtout pour les 2 premières années pour que l'arbre tienne debout. Mais après, ils sont tutés de façon flexible. Il ne faut surtout pas brider l'arbre, parce que si vous bridez l'arbre, il devient feignant et
il se fie à son tuteur. Alors que là, il est libéré. Et donc lui, naturellement, quand le vent le remue, il crée des défenses et il s'enracine et il se défend contre les vents dominants. Si je raisonne à court terme, j'ai 50 ans, aujourd'hui, effectivement, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour mon fils, voire mon petit-fils, c'est plus sûr. La valeur ajoutée de ces arbres viendra au bout de 40, 50, 60 ans, suivant les essences. Donc, effectivement, il ne faut pas raisonner à court terme, quoi. Donc,